Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je prends le temps de vous tourner mon bilan lecture du mois de février. On est le 27 février présentement et en fait, je viens de voir l'heure, j'ai pas vraiment le temps de tourner ça. Mais ça a tellement été long installer la caméra que je pense qu'une fois que c'est fait, je vais la tourner, tu sais, je serai en retard. En fait, l'histoire, c'est que moi, je tourne avec mon téléphone. Fait que tout installer mon setup, puis le laisser là tout le temps, puis juste avoir à m'installer devant, c'est un peu un rêve, mais laisser mon téléphone là toute la semaine, it's kind of beside the point, don't you think? Fait que même si j'ai pas le temps, je vais essayer d'y aller rondement puis de pas trop me tromper, pour pas être obligée de recommencer, de couper, puis bref, que ça aille assez vite. Wishful thinking. C'est beau l'espoir. En février, j'ai lu 17 ouvrages, 12 romans, 5 graphiques et je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence par les romans puis je passe aux graphiques ensuite. Ça vous va? En fait, même si ça vous va pas, c'est ça que je vais faire. Hey, mais j'allais oublier les statistiques. Non, mais on vit pour les statistiques, du moins je vis pour les statistiques. Ça a l'air que je vis trop pour les chiffres d'ailleurs. Je suis fatigante avec ça. Je vais être obligée de vivre avec. Puis vous autres aussi, c'est plate. Mais on va y aller vite. Je suis pressée. En gros, j'ai lu surtout des romans adultes, j'ai lu un roman jeunesse, j'ai lu du graphique adulte et jeunesse aussi. Il y a beaucoup de fantaisie fantastique ce mois-ci, entre autres parce que j'ai écouté 4 tomes de Robin Hobb, 4 ou 5. Je sais plus où est-ce que j'étais rendue en janvier, là, mais je vais m'en rappeler tantôt, mais que je vois les titres. J'ai aussi lu pas mal de québécois, vu que je suis en train d'essayer de lire avant le 17 mars, qui est dans 17 jours, tout ce qui était en nomination pour le prix des libraires du Québec. Et ça, c'est surtout de la littérature générale. J'ai été super occidentale dans mes lectures. États-Unis, Québec, Canada, Europe en anglais, Europe en français. Ça ressemble pas mal à ça. Sur le truc que je vais mettre, vous allez voir la note, là, mais ma note, c'est toujours un plaisir de lecture pour moi, mais j'ai pas vraiment checké. Et vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de bibliothèques, beaucoup de SP, beaucoup d'audio et quelques achats quand même. La pile va-t-elle descendre? Un jour peut-être. Et j'ai surtout lu en français. Je suis allée vite, hein? On va commencer rapidement par ce que j'ai lu pour le prix des libraires du Québec parce que je vais pas vous en parler beaucoup vu que j'essaye de faire un vlog là-dessus. Fait que j'ai l'impression que tout ce que je vous dis là, je l'ai déjà dit 44 fois. Je vais vous les montrer. J'ai lu Tout est Ori de Paul-Serge Forest, j'ai toujours pas appris comment le dire, qui est un roman qui se passe sur la Côte-Nord, qui vire en réalisme magique et qui est hyper original mais vraiment bizarre. J'ai lu Après Céleste de Maude Neveu-Villeneuve ou Neveu-Villeneuve, je sais pas non plus comment ça se prononce. J'ai des difficultés prononciationnaires aujourd'hui, qui est un tout petit roman qui parle du deuil périnatal, entre autres, et qui va aussi un peu virer en réalisme magique. Ça, j'ai aimé ça. Un que j'ai pas ici parce que je suis allée le reporter à la bibliothèque, c'est La fille d'elle-même de Gabrielle... C'est La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay et la couverture est tellement belle que je risque de me l'acheter, celui-là. C'est de l'autofiction d'une femme trans et entre autres, ça parle de l'enfance et la partie de l'enfance est cool. Mais il faut pas que je vous le dise, hein, parce que je vais vous le dire ailleurs. Question bande dessinée, j'ai lu ici Temps libre de Mélanie Leclerc. Une bande dessinée qui parle des rêves, ceux qu'on réalise pas et ceux qu'on réalise à moitié. Et c'est pas gagné pour le 17 ans. Nous verrons bien. Alors, retour au planning original, les romans. Impossible pour moi de ne pas commencer par ce roman-ci qui est House of Leaves de Mark Danielewski. Ça m'a occupé une grosse semaine et c'est un vrai ovni littéraire. Et là, ça paraît pas, là, mais je travaille mon bras ici en le tenant comme ça. C'est un roman. Et comment je vais faire pour expliquer ça? Il y a plusieurs histoires dans ce roman-là. Si je prends la plus grosse histoire, celle qui englobe un peu tout, c'est Johnny Trent, qui est un jeune qui va pas y être bien. En fait, sa vie est difficile. Et un jour, il va tomber sur l'appartement d'un monsieur qui est décédé. Et ce monsieur-là, il était en train de monter un ouvrage, mais extraordinaire, sur un documentaire qui aurait été tourné par un célèbre producteur qui s'appelle Navidson. Et notre jeune Johnny va décider d'éditer le truc. Donc, on a 3 histoires, mais 2 et demi en fait. La première, la plus petite dans le truc, là, c'est les Navidson Records, c'est-à-dire le contenu du documentaire.
Et dans ce documentaire-là, il y a ce monsieur-là qui arrive avec sa femme dans une nouvelle maison et qui décide de filmer leur quotidien, un peu leur train-train. Lui, il avait toujours été dans des reportages internationaux dangereux. Sa femme est un petit peu tannée qu'ils sont un peu partout. Donc, ils vont essayer de vivre vraiment ensemble. Sauf que dans cette maison-là, on se rend compte rapidement que c'est un peu étrange parce qu'elle semble bigger on the inside et elle change tout le temps. On va avoir le résumé des explorations, la transcription et l'interprétation de Zappano, qui est le monsieur qui est mort, le vieux monsieur qui est mort, qui a essayé de monter un livre savant sur le documentaire en question. Donc, c'est bourré de notes de bas de page de Zappano. Et c'est aussi bourré de notes de bas de page de Johnny Truant, qui fait des notes de bas de page sur le reportage et sur les notes de bas de page de Zappano, je pense. En tout cas, ça a l'air compliqué comme ça, hein? Ben, se l'est un peu à lire. Moi, là, j'ai tripé. Mais tellement! J'aime ça, les affaires bizarres. J'aime ça, les livres dans les livres. J'aime ça, les grandes dérapes, les grands trucs. Tu dis, oui, mais qu'est-ce que ça fait là? Et ça, il y en a tout le temps là-dedans. Si on lit juste les Navition Records, juste ça, au départ, c'est assez fascinant et assez passionnant. En plus, il y a une vraie réflexion sur la réalité, sur la maladie mentale, sur l'influence qu'on a sur le monde alentour de nous. Et au milieu de tout ça, on a l'ouvrage qui se voulait académique et sérieux, qui dérape, ma foi, sur tous les bords. Donc, on peut apprendre comment fonctionnent les échos, on peut avoir un cours de physique. Ça peut aller un petit peu n'importe où. Ça parle du Minotaure aussi, mais c'est barré. Ouais. C'est super étrange et c'est difficile d'en parler. Et ce qui est super génial dans le roman, c'est la mise en page. Il y a des écritures de tous les côtés. Des fois, il y a juste un mot par page. Là, on dira que c'est un effet de style. Oui, mais non, parce que ça donne un vrai rythme, surtout quand on est dans la fameuse maison qu'ils vont aller explorer. On lit ça, là, puis c'est extrêmement cinématographique, on s'y croit. On a l'impression que le tunnel est rétréci. C'est vraiment cool. Et c'est très, très imaginatif. Mais je vous montre un peu. Moi, j'ai une édition couleur, donc à l'intérieur, on a ça comme ça. On a un texte qui est écrit minuscule, ici quand même. C'est 700 quelques pages, c'est 729 pages, mais 729 pages qui sont un peu coton à lire. Vous voyez, là, c'est quand même petit. Et on a une autre partie qui peut ressembler à ça ici. J'espère qu'on voit le livre, hein? Je suis pas sûre. Et on a toute une partie qui a l'air de ça, avec des notes de bas de page de tous les côtés. C'est super particulier. Et à la fin, on a des documents. Puis là, on dit, ben là, on est tanné, on va arrêter. Oui, mais non, non. Il y a des lettres là-dedans, des poèmes que j'ai un petit peu moins compris. Certains documents couleurs qui représentent qu'est-ce qu'il a trouvé. Mais ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que dès le prologue, on apprend que les Navition Records, ils n'existent pas. Donc, c'est quoi tout ça? Est-ce que c'est un produit de l'imagination de Zampano, ou en tout cas celui dont le nom commence par Z? Est-ce que c'est Johnny Truant? Qui existe? Qui n'existe pas? C'est capoté. J'ai adoré savoir. C'est sûr, ça fait partie de mes livres préférés. Il m'a vraiment marqué. J'ai rêvé de cet endroit-là. C'est fou. Dans un autre ordre d'idées, on est en fantasy cette fois-là et on est avec Samantha Shannon dans The Bone Season, l'Ordre des Mimes, le tome 2. Je vous montre cette superbe édition-là en hardback que j'ai reçue de Saxus, mais moi je l'ai lu en anglais parce que j'avais lu le premier en anglais puis je reconnaissais plus les noms. C'est compliqué ma vie des fois. Je vous ai parlé du premier tome au mois de janvier, donc c'est une série fantasy jeunesse qui se passe dans le futur et il y a une partie du monde qui est dominée par un gouvernement qui est assez totalitaire et il y a des gens qui ont maintenant des pouvoirs. L'héroïne, bien entendu, elle a des pouvoirs un peu spéciaux. Dans le premier tome, elle est totalement isolée dans un camp qui s'appelle Sheol 1. Sheol? Hey, Sheol, j'avais trouvé ça, c'est bien. Dans le deuxième tome, on n'est plus là. Donc, si vous voulez rien savoir du premier, arrêtez, puis je vais écrire un spoiler. Je vais essayer de penser à écrire spoiler. OK? À partir de maintenant, je dis ce qui se passe un peu dans celui-là. On est rendu à Londres, donc elle n'est plus dans le fameux camp. Elle a retrouvé son ancien groupe, qui sont des mimes. Le Mime Order, c'est vraiment un groupe criminel, un peu crime organisé par différentes familles dans Londres. Et elle revient de là, elle sait des choses, elle a vu des choses, et il y a un peu personne qui la croit. Il va y avoir des meurtres qui vont arriver, elle va être pas accusée mais soupçonnée, et c'est toute cette histoire-là.
Le monde qui a été créé par Samantha Shannon, ça me plaît beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi ce deuxième tome. Je dis souvent beaucoup, hein? C'est pas grave. Il se passe énormément de choses et c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne, les gangs, à qui on peut faire confiance, parce que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ici, la communauté des clairvoyants, là, elle va clairement être secouée. Parce qu'en fait, tous ceux qui étaient anormaux, ils étaient soit dans cette communauté-là où ils étaient vraiment outcasts, puis t'es comme soit anormaux ou criminels ou anormaux et dans le chenoute, mais vraiment là. Ou encore t'es anormal et inconnu. Il y a des luttes de pouvoir, c'est hyper intéressant de voir comment les choses vont se dérouler. Je vais clairement lire la suite, puis ça devrait pas être très très long, dès que j'ai fini avec mes libraires, en fait. Autre lecture du mois de février, j'ai lu Le Serpent majuscule de Pierre Lemaitre. Ça, c'est ma boss qui m'avait dit, un moment où je filais pas trop, parce que ça arrive souvent, je file pas trop ces temps-ci. Elle dit, lis ça, c'est tellement n'importe quoi que ça va te faire rire. Je vous explique. Dans Serpent majuscule, on a affaire à Mathilde. Mathilde, c'était une tueuse à gages et une très très bonne tueuse à gages. Mais voyez-vous, Mathilde, elle prend de l'âge et elle oublie des trucs. Alors, une tueuse à gages qui oublie des trucs, qui a la gâchette très facile, idéalement avec un gros calibre, ça fait du grand n'importe quoi. Ça commence avec une mission, ensuite de ça, une deuxième mission, ou pas. Et là, ça va complètement dérailler parce que Mathilde, elle est membre aussi d'un réseau et son contact, c'est Henri, qui était son non-amant de la résistance, c'est-à-dire qu'ils sont toujours tournés autour, il ne s'est jamais rien passé, puis il est en train de se faire un château en Espagne avec ça. Parce que Mathilde, c'est une ancienne résistante. C'est pas juste une tueuse à gages qui veut faire tout péter alentour d'elle, c'est pas une mauvaise personne, elle vit dans sa petite maison avec son chien, et voilà. Ça va rapidement virer au grand n'importe quoi. Des fois, tu te dis « Oh mon Dieu! » Oh mon Dieu! Puis là, on voit, nous autres, on est à l'extérieur, là, on voit vraiment ce qui va arriver. On le sait que ça va mal virer, puis on le sait ce qu'elle va faire, parce que on sait qu'elle va oublier de quoi, mais elle est totalement anosognosique, elle a aucune idée qu'elle en perd des bouts. Fait que des fois, ça peut être très, très drôle. Est-ce que j'ai ri? Oui, j'ai ri. Est-ce que j'ai tripé par rapport au roman? Pas tant que ça. C'est divertissant, puis au départ, on s'attend pas que ça aille jusqu'où ça va aller. Parce qu'on suit quelques personnages, on suit Mathilde, on suit aussi l'enquêteur qui enquête sur le premier meurtre, qui était un homme qui était quand même assez célèbre, et on suit un peu le protecteur de cet enquêteur-là qui perd vraiment, vraiment la tête et qui est une personne âgée également. Les personnages, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Autant le boss qui est un peu dégueulasse, autant l'inspecteur mou, Mathilde, c'est n'importe quoi. Mais ça me dérange pas habituellement de ne pas aimer les personnages tant que ça. Là, c'est juste que je trouvais que ça devenait répétitif, puis je trouvais que ça tirait en longueur. Jusqu'à peu près au 8/10 du roman, et là, oui, on a encore le grand n'importe quoi, mais derrière tout ça, il y a une réflexion sur la vieillesse, sur le fait de perdre ses capacités, qu'est-ce qui arrive, et de réaliser que ces personnes-là ont déjà été jeunes. Fait que ça, j'ai aimé ça, mais je trouvais vraiment que ça manquait de profondeur et qu'il y avait de la redondance dans les idées. Fait que oui, c'est bien, mais c'est pas mal. Je vais quand même lire la genre de trilogie de Pierre Lemaitre qui a remporté full prix parce qu'il paraît que c'est vraiment mieux. Ensuite, côté roman, il y a ici Elizabeth Peters, Lion in the Valley, c'est le tome 4 de la série de Amelia Peabody. Moi, cette série-là, c'est une série bonbon. T'sais, quand j'ai de la misère à lire, quand je file pas, je vais chercher Amelia. Et là, je vais vous mettre l'image parce que les pages, je sais pas si vous me voyez du bout des doigts, là, mais les pages, ils sont pas le fun à toucher. Tu sais, ce roman-là, je l'ai depuis des années dans ma pile, depuis qu'il est sorti, sauf qu'il a fallu que je le rachète en numérique parce que je n'étais pas capable de toucher aux pages et je vais pas le faire parce que je vais filer mal. Fait que je vais l'enlever. Tadam! Pour vous mettre en contexte, Amelia, c'est une dame anglaise qui est au début de la série célibataire et qui décide d'aller visiter l'Égypte. On est en 1800, fin du 19e, les fouilles. C'est une femme qui est très indépendante, qui croit qu'elle peut faire sa vie toute seule, qui a également un très gros ego, elle croit qu'elle ne se trompe jamais et qu'elle sait tout mieux que tout le monde. En plus, elle fourre son nez partout. On le dit tout de suite, là, moi je la trouve hilarante. Elle me fait mourir de rire. Dans ce tome-là, elle est heureusement mariée et elle a un garçon de quel âge? 8 ans. Et son garçon, oh mon Dieu, Ramsès. Ramsès, c'est n'importe quoi. Lui aussi, il est drôle. Il n'y a personne qui est capable de le contrôler. Il y a toujours des idées et des trucs pour essayer de contourner toutes les règles. Vous dites tous les enfants, non mais
Non, vous n'avez pas connu Ramsès. Elle a donc changé d'idée sur le mariage, mais pas sur sa propre valeur et sur son indépendance. Donc, on a une dame qui est féministe, qui a décidé de résoudre toutes les enquêtes de l'Égypte, mais qui est aussi profondément ancrée dans son époque. Et c'est ça qui est drôle. Elle est très victorienne, très collet-montée pour les manières, ce qui se fait pas, sur ce qui est proper, ce qui ne l'est pas. Mais pas pour elle. Pas toujours pour elle. Mais pour les autres, oui. Elle a des jugements gros comme le bras. C'est hilarant. Donc, ça a été écrit en 2011, ce tome-là, mais on est dans les années 1890 et c'est ancré dans cette époque-là. Et ça se passe en Égypte, donc il y a les croyances de cette époque-là, vu qu'elle parle aux gens. Vous m'entendez penser, vous me voyez venir. Si ça risque de vous déranger, lisez-le pas, ça va vous gosser. OK? Dans ce tome-là, il s'est passé des trucs assez tragiques à la fin du tome 3, mais elle s'en est sortie, bien entendu, seulement grâce à elle, et peut-être un peu grâce à Ramsès. Et là, elle est persuadée qu'il y a le Master Criminal qui veut contrôler le marché des antiquités en Égypte et qui en veut également à sa peau. Rapidement, au début du tome, il va avoir un meurtre dans l'hôtel où elle habite, parce qu'elle repart pour une autre saison de fouille, et un homme va être retrouvé dans la chambre d'une jeune femme qui semblait être une dévergondée. Bien entendu, Amelia, elle est certaine que c'est notre Master Criminal qui est à l'œuvre. Elle est donc sur son site de fouille à essayer de travailler et à essayer également, sans trop le dire à son mari qui n'est pas nécessairement d'accord, qu'elle enquête aussi là-dessus. Je vous en dirai pas plus, mais depuis que je suis allée en Égypte, on dirait que j'aime encore plus ça. Vraiment, série chouchou. Et ça va servir pour la partie un peu Cozy Mystery du défi Un hiver au chalet de Une fille dans le bois. Finalement, pour terminer avec la partie roman, j'ai lu les tomes 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je suis rendue aux 3/4 du 7e, mais on va parler de 2 à 6 de la série Les Cités des Anciens de Robin Hobb. OK, pour vous remettre. En premier, on a la première trilogie de Fitz. Ensuite, on a Les Aventuriers de la mer. Ensuite, on a la deuxième trilogie de Fitz. Ensuite, on a Les Cités des Anciens, qui est 4 intégrales en anglais. Moi, j'ai lu l'équivalent des 3 premières et les 3/4 de la moitié de la dernière. Dans les Cités des Anciens, donc les Rainwild Chronicles, on est dans le désert des pluies que nous avions rencontré dans Les Aventuriers de la mer. Les dragons ont éclos, les dragons, ils vont pas bien pantoute, les dragons, ils sont pas capables de se nourrir tout seuls, et les gens de Kassarik, qui sont pognés avec eux autres, ils ne veulent que s'en débarrasser. Alors, ils vont monter une expédition avec des gardiens, idéalement ceux qui sont le plus marqués par le désert des pluies puis qui passent moins bien en public. Ils vont les envoyer en disant « Écoutez, vous avez un contrat, vous prenez ces immenses lézards qui scrapent tout et qui font peur à tout le monde, vous les amenez n'importe où sauf ici, et on va vous payer. » En fait, qu'ils reviennent ou pas, ils s'en fichent un peu. Dans l'expédition, on a les dragons, on a les gardiens, on a le capitaine de la Vive-Nef qui va partir avec eux autres, et on a aussi Alise et Cédric. Alise, c'est la femme d'un riche marchand de Terrillville, et Cédric, c'est le secrétaire du mari de Alise. Alise, elle a fait beaucoup d'études sur les dragons et sur les anciens, et elle se dit spécialiste. OK? Mise en contexte. Ça a l'air passionnant, hein? Ben, c'est vraiment pas passionnant tout de suite. Dans la première et la deuxième intégrale, on est juste avec la Vive-Nef Mataf, avec l'équipage, les dragons et les gardiens. On est juste là, on est dans une petite bulle. Robin Hobb, elle a l'habitude de nous faire des mondes incroyables avec des liens et toutes sortes de trucs. Là, on n'est pas du tout là-dedans, du moins pas au début de cette tétralogie. J'aime pas ça, ce mot-là, ça me fait penser à la tétralogie de Fallot. Bref, dans cette trilogie de 4 livres, on a un monde qui est assez limité. Sincèrement, là, je me suis emmerdée, mais solide. Surtout dans les 2 premiers tomes. Au milieu du 3e, il commence à se passer de quoi que, au moins, il y a une aventure. Dans le 4e, OK, ça commence à partir. Et les 5e et 6e, c'est quand même mieux. On dit, OK, le monde va s'élargir dans le 5e. On commence à faire des liens avec ce qui a été fait dans les autres trilogies. Et dans le 6e, oups, on les voit pas. On est rendu dans le désert des pluies et à Terrillville. Parce qu'il va y avoir des répercussions dans tout ça. Les 4 premiers, là, sérieux, si je les avais pas eu en audio, je les aurais pas finis. Parce que, tu sais, des dragons qui se plaignent, des dragons qui se sentent supérieurs mais qui foutent rien de leur peau, des chasseurs qui se crousent un peu mais qui veulent pas, des chasseurs qui chassent, qui reviennent, qui s'occupent des dragons, qui enlèvent des bébites, c'est dole à la longue, là, vraiment. Fait que selon moi, il y a un vrai problème de rythme dans le roman et un vrai problème de perspective aussi. Parce que ce qui se passe dans le tome 6, me semble qu'on aurait pu voir
un peu ailleurs. Par contre, on a des petites lettres, des gardiens des oiseaux, et eux autres, je les trouve cool. Ça dure une page, mais ça m'intéresse parce que vous voyez, ça nous sort des dragons. Puis les dragons, là, ils me tapent sur le système. Eux, ils sont supérieurs à tout le monde. Ils considèrent les humains comme leurs serviteurs qui devraient être heureux qu'ils daignent s'adresser à eux. D'après ce que je comprends, c'est qu'ils ont l'air à dire, mais voyez-vous, les humains, c'est un peu ça qu'on fait aux autres espèces. Donc, les humains, on n'est pas vraiment mieux. Mais sincèrement, qu'il y ait un message ou non, les dragons, là, ils sont crissement désagréables. Comment ose-t-il, ce vermisseau qui ne vit que quelques minutes? Ah, ça gosse, ça m'énerve. Fait que c'est ça. Je suis pas une tripeuse de dragons. Mais je vais finir. Parce que je veux aller lire la 3e trilogie de Fitz. Parce qu'il y a le fou dedans. Puis moi, le fou, c'est mon amour. Là, voyez-vous, je fais attention pour pas pogner mon micro. Fait que mes mains, ils savent comme pas quoi faire de leur vie. C'est tout pour les romans. On va y aller pour les bandes dessinées. J'ai donc terminé la série des Bergères guerrières. J'ai lu les tomes 3 et le tome 4. C'est une série que j'aime énormément. C'est jeunesse, mais c'est féministe sans virer en guerre des sexes. C'est pas du tout ça. Dans ces tomes 3-4, l'univers va s'élargir, et non seulement l'univers s'élargit, mais checkez ça. La carte s'élargit, non, mais c'est-tu pas assez concept? C'est-tu pas assez tripant? On est loin dans le passé, il y a eu une guerre dans un royaume, dans un monde de fantaisie, et tous les hommes ont dû partir, les femmes sont restées au village et sont devenues des bergères guerrières qui n'ont pas le choix, il faut qu'ils se défendent. Ces 2 tomes-là, ils vont pas mal ensemble, je dirais. Donc, autant les adultes que les jeunes filles défendent le village et checkés sont montés sur des boucs et des chiens géants. Non mais, comment on résiste à ça? On a ce genre d'illustration-là. Je sais pas pourquoi on dirait que j'aimais mieux les illustrations du tome 3 que du tome 4. Il y a une genre de différence. Je suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais j'aimais mieux celle-là. Faut pas chercher à me comprendre. Dans les 2 premiers tomes, ils ont eu affaire à une malbête qui mettait à mal le village et suite à cette bataille-là, il y a eu des conséquences et il y a des gens qui doivent être soignés. Ils vont donc partir en quête d'un remède, ça va les amener très très loin. Le tome 3, on a le voyage et le tome 4, il arrive de l'autre côté de la montagne, dans le royaume où doit se passer la fameuse guerre qui a pris leurs hommes. Les dessins sont mignons comme tout, par contre, il y a des thèmes qui sont très intéressants là-dedans. Ça parle de guerre, c'est pas tout rose non plus. L'auteur ose quand même un peu malmener certains de ses personnages. Et ce que j'ai trouvé intéressant pour la littérature jeunesse, c'est que même certains méchants, on comprend pourquoi ils agissent, comment ils agissent. Donc, on a un peu les 2 côtés de la médaille. Pas complet, là. On a surtout celui des bergères guerrières et de ce petit village-là, mais certaines planches, des fois, on dit « Ah, ouais, c'est ça », puis je trouve ça cool qu'on mette ça en littérature jeunesse. C'est une série que je recommande extrêmement chaudement. C'est 4 tomes, Bergères guerrières, c'est chez Glénat, et oui, sérieusement, là, ça vaut le coup. J'ai aussi lu une très très belle bande dessinée qui s'appelle Le Jardin Paris de Gaëlle Genillier. C'est une très belle histoire, il y a des graphismes qui sont super beaux là-dedans. On a le jeune Rose qui est né dans un cabaret, le cabaret Le Jardin qui appartient à sa mère. C'est un cabaret de danseuses et d'effeuilleuses. Et lui, dès son plus jeune âge, il a grandi là-dedans et l'histoire commence, il va faire son premier numéro. Il va attirer l'attention d'un jeune homme, et pas juste d'un jeune homme d'ailleurs, et on va voir son monde graduellement s'élargir. Ah oui, on est dans les années 30, je crois. Ça parle de genre, certes, ça parle de représentation, ça parle de qu'est-ce qui est homme, qu'est-ce qui est femme, mais on voit aussi des femmes qui sont indépendantes. Certaines voudraient trouver l'amour, d'autres non, mais qui sont dans ce petit monde-là et il y a énormément de bienveillance dans cette bande dessinée-là. Et ça fait du bien. On a Rose qui s'habille des fois en homme, des fois en femme et ça va comme ça et il n'y a pas tant de questions qui sont posées. Dans une certaine scène, il va avec une des danseuses et il va chercher sa première robe. C'est comme un événement. J'ai trouvé ça très doux, j'ai trouvé ça très facile et c'est le fun des fois voir des belles histoires avec des personnages qui sont un peu différents. Dernière bande dessinée dont je vais vous parler, c'est Mélissandre, la petite sorcière, trouve le secret du bonheur. Et là, je suis allée le chercher en bas. Puis là, je suis attachée à ma caméra, fait que je vais pas me lever parce que je vais déplacer mon cadrage, vous comprenez? Je vais donc vous mettre la bande dessinée. Je l'ai mis en photo Instagram aussi avec quelques images à l'intérieur. C'est chez Little Urban et c'est l'histoire d'une petite sorcière qui a beaucoup de choses à faire dans sa vie de petite sorcière, qui est très occupée.
Un jour, pour aider un personnage qu'elle rencontre, elle va se mettre à dos un petit diablotin qui va partir avec un objet magique et elle va se mettre à sa poursuite. Le problème, c'est que ça va vraiment pas se passer comme prévu. Mélissandre, elle veut vraiment bien faire, mais il va avoir d'énormes conséquences. Les images, les dessins, c'est très, très cute. On est dans la forêt. Il y a toute l'imagerie des sorcières. Il y a quelques squelettes et des petits diablotins aussi là-dedans. Les couleurs, c'est des couleurs douces. Ça a l'air sweet comme tout. Sauf qu'on se rend compte rapidement que, oh, c'est peut-être pas si sweet. Il arrive des choses qui sont très graves. Des mauvaises décisions, mais qu'elle ne peut pas savoir tant que ça que c'est une mauvaise décision. La vie, quoi. Pendant toute la partie aventure, qui est genre les 8/10 de la bande dessinée, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé ça chouette. C'est-tu jeunesse? Je suis pas sûre, par contre, mais en tout cas. Mais là, à la fin, ça vire en espèce de truc de développement personnel, de trouve le secret du bonheur, comment il faut faire. Elle va trouver un mentor et tout ça. Ça plaît à beaucoup de gens. Et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Il y a plein de monde qui adore ce genre de choses-là. Moi, j'ai eu ça mourir. Fait que cette partie-là, là, ça m'a pas fait triper. Ça aurait pu être la même chose, mais un peu moins moralisateur, puis j'aurais mieux aimé. Fait que j'ai de la difficulté à donner une vraie appréciation parce que tout le début, j'ai trouvé ça super beau, puis c'est comme un dessin par jour, c'est un défi là, que l'illustrateur s'était donné. Tu sais, je me suis dit à un moment donné, oui, on va parler des mauvais choix, oui, il va falloir apprendre à se pardonner, oui, on va en parler, mais j'aurais aimé ça que ça soit pas fait comme ça. Mais ça, c'est mon goût à moi. C'est Karine, moi, qui aime pas tout ce qui est développement perso, tout ce qui a le moindre petite once de mini-morale, ça me tape sur le système. Mais avoir les meilleures ventes puis avoir ce que plein de monde aime, là, ça va plaire. Mais pas moi. C'est ça. Mais pas tout le livre, juste la fin, que pas moi. Mais le début, oui. C'est clair à mon affaire. Je suis d'une clarté effarante. Et savez-vous quoi? Je sens que mon bilan va se terminer là parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Je suis vraiment en retard. Est-ce que vous avez lu des romans ou des bandes dessinées là-dedans? Est-ce que je vous ai donné envie d'en lire? Si vous avez le goût, vous pouvez faire un like, ça me fait plaisir. Et oui, j'ai vu mon pouce qui frise, ça me fatigue. Vous pouvez aussi vous abonner à ma super chaîne qui met des vidéos pas trop souvent, mais des fois. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Bye bye, à la prochaine!